Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde du chauffage et du refroidissement en aquaculture. On va explorer notamment comment chauffer de grandes quantités d'eau pour optimiser la croissance et la maturation des poissons et aussi discuter des principes thermodynamiques qui sous-tendent tout ça. Mhm. C'est fascinant en fait. Pour débuter, quels sont les grands enjeux du chauffage de l'eau en aquaculture? Eh bien, l'idée principale, c'est que chaque espèce de poisson a une température idéale, donc quand l'eau ambiante est trop froide, il est nécessaire de la chauffer pour accélérer la croissance, atteindre une taille donnée au bon moment ou favoriser la reproduction. Et les méthodes sont Ouais, c'est logique. très inspirées des techniques domestiques et industrielles, mais adaptées aux énormes volumes d'eau à traiter. Exactement. Et il y a cette équation fondamentale qui nous dit que la puissance à fournir est proportionnelle au débit, à la capacité calorifique et à la différence de température, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. La formule P à M, CP, dt est essentielle. Par exemple, pour chauffer de l'eau de 2 degrés C à 10 degrés C avec un débit de 10 élémines dans un système, on calcule la puissance en kilowatts nécessaire. C'est comme préparer une recette, mais Mhm. en termes d'énergie pure. Intéressant, et ça explique aussi pourquoi les coûts en énergie peuvent rapidement s'accumuler, surtout sur des exploitations de grande envergure. Mais quelles méthodes sont proposées pour optimiser cela? Il existe plusieurs approches. On peut par exemple utiliser des chauffe-eau immergés, des éléments électriques placés directement dans l'eau, ou encore des brûleurs à huile et à gaz qui utilisent la combustion pour transférer la chaleur. Mais l'aspect crucial, c'est l'efficacité énergétique. Et c'est ici qu'interviennent les échangeurs de chaleur, non? Exactement. Les échangeurs de chaleur permettent de récupérer et de transférer l'énergie de l'eau sortante vers l'eau entrante. Par exemple, dans un échangeur à plaques, les deux circuits, l'un chaud et l'autre froid, sont séparés par des plaques métalliques très fines, car cela Oui, c'est minimise le astucieux. gaspillage d'énergie. J'ai lu qu'il pouvait être configuré en flux parallèle ou en contre-courant. Quel est l'avantage du contre-courant? Le flux en contre-courant est particulièrement efficace, puisqu'il permet de récupérer presque toute l'énergie, car le gradient de température est maintenu constant le long de l'échangeur, Exactement, c'est une pour méthode maximiser le supérieure. transfert d'énergie, même si elle nécessite des réglages spécifiques du débit des fluides. D'accord, mais il faut aussi considérer l'encrassement. Les facteurs de fouling, c'est-à-dire la formation de dépôts sur les surfaces, semblent être un vrai défi pour ces systèmes. C'est tout à fait vrai. Le fouling réduit la conductivité thermique et donc l'efficacité globale de l'échangeur. Les ingénieurs intègrent un facteur de fouling dans leurs calculs et planifient souvent des systèmes de nettoyage, comme le lavage en retour, pour minimiser cet effet. Sans Oui, cela, absolument. la performance peut chuter sévèrement. Passons maintenant aux pompes à chaleur, qui, si je comprends bien, utilisent un mécanisme similaire à celui d'un réfrigérateur, mais pour chauffer l'eau plutôt que pour la refroidir. Comment fonctionne-t-elle exactement? En effet, c'est un concept génial. Une pompe à chaleur se compose essentiellement d'un évaporateur, d'un compresseur, d'un condenseur et d'une vanne d'expansion. Le fluide frigorigène circule en boucle fermée. Dans l'évaporateur, le fluide capte de la chaleur de son environnement, change de phase de liquide à gaz, puis est compressé pour augmenter sa température et finalement condense en libérant de la chaleur dans le condenseur. C'est un procédé de transfert d'énergie très efficace. Et ce transfert d'énergie est quantifié par le coefficient de performance, le COP, qui montre combien d'énergie est délivrée pour chaque kilowatt consommé. C'est bien cela? Exactement. Un COP élevé signifie que pour chaque kilowatt d'électricité, on obtient plusieurs kilowatts d'énergie thermique. Dans les installations aquacoles, on peut atteindre un COP de 5 voire plus, et, quand on combine avec des échangeurs de chaleur, on peut parfois atteindre un COP Waouh, c'est composite impressionnant. allant jusqu'à 20, car cela réduit considérablement les coûts énergétiques. Il y a cependant une critique que j'aimerais soulever.
Certains arguent que la complexité supplémentaire de systèmes composites, combinant chauffe à eau, pompes à chaleur et échangeurs, peut accroître les risques de défaillance et de maintenance coûteuse. Qu'en penses-tu? C'est un point pertinent en fait. Les systèmes composites, bien que très efficaces sur le plan énergétique, nécessitent une surveillance accrue et un entretien régulier, notamment pour éviter des problèmes liés au fouling ou à la corrosion. De bien Oui, c'est choisir crucial. les matériaux, comme l'acier inoxydable ou le titane pour les zones susceptibles de contamination, pour garantir la pérennité de l'installation. Parlons maintenant du refroidissement de l'eau. Même si on se focalise souvent sur le chauffage, il est parfois nécessaire de retirer de l'énergie, par exemple pour maturer les poissons ou conserver des œufs. Exactement. Le refroidissement fonctionne de manière symétrique au chauffage. On utilise à nouveau la relation P, M, Cp, dt, mais ici, on retire de l'énergie. Les systèmes de refroidissement peuvent inclure des plantes de refroidissement conventionnelles ou des installations similaires aux pompes à chaleur, avec un évaporateur placé dans l'eau à refroidir. Yep. La clé est de maîtriser la circulation afin d'éviter que l'eau ne gèle, surtout durant l'hiver. Les exemples pratiques dans le contenu montrent également des calculs précis, comme le dimensionnement d'un chauffe-eau immergé à 20,9 kW pour un flux spécifique, ou bien le calcul du coût journalier selon la consommation d'électricité. C'est exemplaire en termes d'ingénierie appliquée. Absolument. Ces exemples illustrent comment les principes théoriques se traduisent en applications concrètes. Ils montrent aussi qu'en aquaculture, il faut toujours équilibrer l'investissement dans le matériel avec les économies d'énergie Oui, c'est la réalisées, clé. pour rendre l'exploitation économiquement viable malgré des coûts énergétiques potentiellement élevés. En résumé, que penses-tu des innovations dans ce domaine? Crois-tu que la recherche va continuer à améliorer ces systèmes, peut-être en utilisant des sources d'énergie alternatives comme l'énergie géothermique ou les effluents industriels chauds? Intégralement. L'évolution vers une aquaculture plus durable passe par la diversification des sources de chaleur, par exemple en intégrant des puits géothermiques ou en réutilisant de la chaleur résiduelle industrielle. Oui, Cela permettrait non seulement de réduire les coûts, mais aussi de minimiser l'empreinte carbone globale. Bien sûr, cela nécessite une solide modélisation et une ingénierie fine pour chaque installation. il me semble que l'enjeu global est de trouver un équilibre entre performance, coût et durabilité. Et la recherche en thermodynamique et en échangeur de chaleur joue un rôle central ici. Tout à fait. La compréhension des transferts de chaleur par conduction, convection et radiation est essentielle, que ce soit pour optimiser un système de chauffage, de refroidissement ou même une pompe à chaleur Bien complexe. Sans oublier l'importance de la gestion du fouling qui peut drastiquement impacter le rendement global. Pour conclure, on peut dire que l'ingénierie aquacole a su adapter des technologies conventionnelles à ces défis spécifiques en combinant ressources énergétiques, efficacité et contrôle de la qualité de l'eau, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est une symphonie de techniques, de calculs rigoureux et d'innovations pour garantir des environnements aquacoles optimaux. Exactement. Et c'est impressionnant de voir comment cela s'appuie sur des principes thermodynamiques classiques tout en intégrant des solutions modernes pour relever les défis écologiques et économiques. Merci pour cette discussion passionnante et détaillée. On comprend mieux la complexité, mais aussi l'ingéniosité nécessaire pour chauffer et refroidir efficacement l'eau dans l'aquaculture. Avec plaisir. Et n'oublions pas que chaque amélioration compte pour une aquaculture plus durable et efficace. À la prochaine pour une nouvelle exploration technique. Oui, à bientôt.